Beaucoup de gens connaissent N'Golo Kanté comme l'un des joueurs de football les plus humbles et talentueux du monde. Mais ce que presque personne ne sait, c'est ce qui s'est passé cette nuit-là. En 2015, avant son ascension fulgurante dans le football européen. Mon nom est Lucas, et ce que je vais raconter ici est quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de dire à personne. J'étais juste un étudiant brésilien, passionné de football, essayant de refaire ma vie en France. Je travaillais comme serveur dans un petit restaurant à Paris, juste pour payer le loyer d'une minuscule chambre. Mais cette nuit-là, tout a changé. Ce jour-là, le restaurant était sur le point de fermer quand un homme petit, portant un sweat à capuche, est entré seul et s'est assis au fond. Il parlait doucement, avec un fort accent français. Il a commandé un plat simple sans luxe. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était N'Golo Kanté. À l'époque, il jouait à Caen, un petit club en France, mais il commençait déjà à attirer l'attention. J'ai trouvé étrange qu'il soit là, seul, dans ce quartier de la ville. Paris regorge d'endroits plus sûrs pour un footballeur. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'était son regard. Un regard vide, lointain, comme s'il portait un fardeau trop lourd. Je suis allé lui apporter son plat et quand je me suis approché, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, d'une voix presque murmurée, « As-tu déjà commis une erreur que tu ne pouvais pas réparer ?» Cette question m'a surpris. J'ai ri un peu gêné et j'ai répondu, « Tout le monde fait des erreurs. » Mais il n'a pas ri. Il a juste baissé la tête et a commencé à manger. Comme s'il essayait d'oublier quelque chose. Le restaurant a fermé et il était toujours là, assis, pensif. Le patron m'a demandé de lui dire qu'on allait fermer. Quand je suis allé le voir, il s'est levé lentement et m'a appelé dans un coin, près de la sortie de secours. « Tu peux garder un secret ?» Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais avant que je puisse répondre, il a regardé à gauche, à droite, s'assurant que personne n'écoutait. Et il a dit, « J'ai besoin d'aide. » Il y avait du désespoir dans sa voix, comme s'il était acculé. J'ai hoché la tête sans savoir quoi dire. Il a pris une profonde inspiration et a continué. « Il y a un homme qui me traque. Il sait quelque chose que personne ne doit savoir. » Je ne savais pas quoi penser. Kanté était un footballeur, un gars qui, aux yeux du monde, semblait tranquille, heureux. Mais là, en cet instant, il ressemblait à un homme hanté. « Qui te poursuit ?» ai-je demandé, essayant de comprendre. Il a hésité, comme s'il luttait contre lui-même pour parler. Puis, dans un murmure, il a dit un nom. « Karim. » Je n'avais aucune idée de qui était ce Karim. Mais la façon dont Kanté l'a prononcé, c'était quelqu'un de dangereux. « Qu'est-ce qu'il sait sur toi ?» ai-je demandé, frissonnant. Kanté a passé ses mains sur son visage, comme s'il se demandait s'il pouvait me faire confiance. Après quelques secondes de silence, il a parlé. « Il y a 2 ans, quelque chose s'est produit. Quelque chose que personne ne doit savoir. » Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « J'ai tué un homme. » Ma respiration s'est arrêtée un instant. J'ai cru avoir mal entendu. Kanté, l'homme le plus humble du football. « Comment ça ?» ai-je chuchoté, sentant mon cœur s'emballer. Il a avalé sa salive et m'a tout raconté. 2 ans plus tôt, alors qu'il jouait encore dans les divisions inférieures en France, il avait un ami. Ou plutôt quelqu'un qu'il croyait être un ami, ce fameux Karim. Ils avaient grandi ensemble, joué au football ensemble, jusqu'à ce que Karim commence à fréquenter les mauvaises personnes. Drogue, paris, gens dangereux. Un soir, Karim est venu dans le logement où Kanté vivait, demandant de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais Kanté n'en avait pas. Il vivait modestement.
envoyait ce qu'il pouvait à sa famille. Mais Karim ne voulait rien savoir. Il l'a menacé. Il a dit que si Kanté ne l'aidait pas, quelque chose de grave arriverait. Cette nuit-là, ils se sont disputés. Karim était énervé. Il a dit des choses horribles. Il a sorti un couteau. Et puis, dans la bagarre, c'est arrivé. Kanté s'est défendu. Il a poussé Karim contre le mur trop fort. La tête de Karim a heurté le coin d'un meuble. Il est tombé au sol, mort. Panique, terreur. Kanté ne savait pas quoi faire. Il n'était pas un criminel, juste un jeune homme essayant de devenir footballeur. Il a nettoyé les lieux, effacé les traces et a fui. Et depuis ce jour, il portait ce poids. Mais maintenant, quelqu'un savait. Un homme m'envoie des messages. Il dit qu'il sait ce qui s'est passé, que si je ne paie pas, il révélera tout. J'étais sous le choc. Je ne savais pas si je devais le croire. Je ne savais pas si j'étais en danger. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, un bruit est venu de la rue. Une voiture noire s'est arrêtée au coin. Kanté est devenu livide. C'est lui, a-t-il chuchoté. La voiture est restée là, moteur allumé, phares allumés. Mon corps s'est glacé. Je ne savais pas quoi faire. Kanté m'a regardé avec désespoir. Je dois disparaître. Ce sont les derniers mots qu'il m'a dit, avant de s'éclipser par la sortie de secours et de disparaître dans la nuit. La voiture noire a démarré juste après. Je n'ai plus jamais revu Kanté. Le lendemain, j'ai allumé la télé, et il était là, sur le terrain, jouant comme si de rien n'était, comme si cette nuit n'avait jamais existé. Les médias disaient qu'il était un joueur discret, humble, mais moi, je connaissais la vérité. Et depuis ce jour, je n'ai jamais pu regarder un de ces matchs sans repenser à cette nuit-là. Je me demande encore aujourd'hui qui était dans cette voiture, et surtout, l'histoire de Karim. Est-elle vraiment enterrée? J'ai passé la nuit blanche. Je n'arrêtais pas de revoir cette scène dans ma tête. Kanté, ce regard rempli de terreur, la voiture noire, la manière dont il a disparu dans l'obscurité, et moi, là, au milieu de tout ça, sans savoir si j'avais vraiment entendu ce que j'avais entendu, si tout ça était réel ou si mon cerveau me jouait des tours. Mais le lendemain matin, quand je suis arrivé au travail, quelque chose d'étrange s'est produit. Le patron du restaurant m'a pris à part, l'air grave. « Lucas, quelqu'un est venu te chercher hier soir, après la fermeture. » Mon sang s'est glacé. « Qui ça ?» Il a haussé les épaules. Un homme en costume noir. Il n'a pas dit son nom. Il a juste demandé si tu travaillais ici. J'ai senti une sueur froide couler dans mon dos. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu étais parti. Il a hoché la tête et est parti sans rien dire. Je me suis forcé à rester calme. Mais à l'intérieur, c'était la panique. Qui était cet homme? Était-ce quelqu'un de lié à cette fameuse voiture noire? Quelqu'un qui suivait Kanté? Ou quelqu'un qui maintenant me suivait, moi? J'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Mais toute la journée, j'ai eu l'impression d'être observé. Chaque client qui entrait, chaque voiture qui passait dans la rue, tout me semblait suspect. Et puis, en fin de journée, en rentrant chez moi, je l'ai vu, garé de l'autre côté de la rue, près de mon immeuble. Une voiture noire, la même que celle de la veille. Mon cœur battait à tout rompre. Je voulais courir, fuir. Mais j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. J'ai fait semblant de ne rien voir. J'ai continué à marcher normalement jusqu'à mon immeuble. Mais au moment où j'ai posé la main sur la poignée de la porte, « Lucas !» J'ai sursauté, une voix grave derrière moi. Je me suis retourné lentement. Un homme en costume noir, lunettes de soleil, se tenait là. Grand, imposant, impassible. On doit parler.
J'ai senti que je n'avais pas le choix. Il a ouvert la porte arrière de la voiture et m'a fait signe d'entrer. J'ai hésité. Tout mon corps me hurlait de partir en courant. Mais en même temps, je savais que si je refusais, il y aurait des conséquences. Alors, j'ai pris une grande inspiration et je suis monté. À l'intérieur, un autre homme était assis, plus âgé, des cheveux grisonnants, un regard perçant. Il m'a observé un instant avant de parler. « Tu as vu N'Golo Kanté hier soir ?» Ce n'était pas une question. Il savait déjà. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, la gorge sèche. L'homme a esquissé un sourire froid. « Disons que nous sommes des gens qui s'assurent que certaines vérités restent enterrées. Mon estomac s'est noué. Je ne sais rien, ai-je balbutié. Il a incliné la tête, comme s'il analysait mes mots, cherchant un mensonge. Puis il a sorti quelque chose de la poche intérieure de son manteau. Une photo. Je l'ai regardée, et mon cœur s'est arrêté. Il a incliné la tête, comme s'il analysait mes mots, cherchant un mensonge. Puis il a sorti quelque chose de la poche intérieure de son manteau. Une photo. Je l'ai regardée, et mon cœur s'est arrêté. C'était une image floue, prise de loin, mais on distinguait clairement deux personnes. Kanté et moi, derrière le restaurant, en train de parler. Ce n'est pas une bonne chose d'être impliqué dans des affaires qui ne te concernent pas, Lucas. J'ai levé les yeux vers lui, terrifié. Je vous jure, je ne dirai rien. L'homme a souri. Non, tu ne diras rien. Parce que si tu parles, il y aura des conséquences. J'ai avalé difficilement ma salive. Que voulez-vous que je fasse? L'homme a glissé une carte de visite dans ma main. Si Kanté te contacte, tu nous appelles. J'ai hoché la tête, incapable de dire un mot. La porte s'est ouverte. Maintenant, sors. Je ne me suis pas fait prier. Je suis descendu précipitamment et la voiture a démarré aussitôt, disparaissant dans la circulation. J'ai serré la carte de visite dans ma main en tremblant. Je savais une chose. J'étais en danger. Et Kanté aussi. Les jours ont passé. J'ai évité les infos. Évité de regarder les matchs. Évité de parler à qui que ce soit. Mais je sentais une présence autour de moi en permanence. Puis un soir, mon téléphone a vibré. Un message inconnu. Je dois te voir. C'est urgent. C'était lui, Kanté. Je savais que je ne devais pas répondre. Que je devais appeler ces hommes en noir. Mais quelque chose en moi refusait de le trahir. Alors, j'ai pris mon manteau. Et je suis parti. Le lieu qu'il avait choisi était désert. Un vieux bâtiment abandonné à la périphérie de la ville. Quand je suis arrivé, il était déjà là, caché dans l'ombre. Il avait l'air épuisé, amaigri, comme s'il ne dormait plus depuis des jours. Ils sont après moi, Lucas. Je sais. Ils sont venus me voir. Il a serré les dents. Ils veulent me faire taire. Pourquoi? Demandai-je. Kanté a regardé autour de lui, s'assurant que nous étions seuls. Puis il a murmuré. Parce que Karim n'est pas mort par accident. Un frisson m'a parcouru l'échine. Quoi? Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une dispute. C'était un ordre. J'ai reculé d'un pas. Un ordre de qui? Kanté a inspiré profondément, et j'ai vu son visage se durcir. D'un homme puissant, très puissant. Un silence pesant est tombé entre nous. Puis il a ajouté d'une voix à peine audible, « Je n'ai jamais eu le choix. » Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je voulais comprendre. Mais avant que je puisse dire un mot, un bruit a retenti derrière nous. Des pas. Des ombres ont émergé dans la pénombre. Les hommes en noir. « Cours !» a crié Kanté. Et à cet instant j'ai su que nous étions déjà morts. On n'a pas eu le temps de réfléchir.
Kanté a attrapé mon bras et m'a poussé en avant. « Course, Lucas !» Je ne sais pas si c'est l'adrénaline ou la peur qui a pris le dessus. Mais mes jambes ont réagi avant mon cerveau. J'ai couru à en perdre haleine, sans oser me retourner. Derrière moi, j'entendais des pas précipités. Des voix étouffées, un bruit métallique. Une arme. On a traversé un couloir sombre, débouché sur un escalier branlant. Kanté m'a devancé, grimpant à toute vitesse. En haut, une porte délabrée donnait sur le toit. Il l'a enfoncée d'un coup d'épaule. Dehors, le vent sifflait. La ville s'étendait en contrebas. Ses lumières scintillant comme si tout était normal. Comme si, à cet instant précis, on ne risquait pas nos vies. Les hommes en noir n'étaient-ils pas loin? On est coincé, soufflai-je. Kanté scruta les alentours et repéra un autre bâtiment à quelques mètres. Un vieux hangar, son toit en tôle cabossé. Il faut sauter. Tu es fou! On n'a pas le choix. Avant que je puisse protester, il s'était lancé et a sauté. Son corps a disparu dans l'ombre, puis un bruit sourd a résonné. Il avait réussi. Les pas derrière moi se rapprochaient. Je n'avais plus d'alternative. Je pris une grande inspiration, fermai les yeux et sautai. L'atterrissage fut brutal, un choc dans tout mon corps. La tôle grinça sous mon poids. Une douleur aiguë me traversa la cheville, mais pas le temps de m'arrêter. Kanté m'attrapa par le bras et me tira en avant. On a continué à fuir, zigzagant entre les bâtiments désaffectés, jusqu'à ce que les bruits de poursuite s'estompent. Après ce qui sembla une éternité, on s'arrêta, caché derrière une benne rouillée. « Il faut qu'on parte d'ici », murmura Kanté. « Mais où ?» Il me fixa un instant, son regard sombre et fatigué. « Je connais quelqu'un. Il peut nous aider. » Je n'avais pas d'autre choix que de lui faire confiance. Sorry. On a pris le métro, changeant de ligne plusieurs fois, pour être sûr de ne pas être suivi. Finalement, on est arrivé dans un quartier miteux, loin du centre-ville. Kanté m'a conduit jusqu'à un vieil immeuble en briques. Il a frappé 3 coups secs sur une porte métallique. Quelques secondes plus tard, un loquet a cliqué et la porte s'est entr'ouverte. Un homme d'une 50aine d'années est apparu, le visage marqué par la vie. « Putain, Kanté !»« On a besoin d'un abri, dit-il sans détour. » L'homme nous observa un instant, puis s'écarta pour nous laisser entrer. À l'intérieur, une pièce exiguë, encombrée de vieux meubles et d'écrans d'ordinateur. L'homme referma la porte derrière nous et verrouilla plusieurs cadenas. « Tu as foutu quoi, gamin ?» Kanté baissa la tête. « Ils savent que je sais. » Le silence qui suivit était lourd. L'homme soupira, puis se frotta le visage. « Vous devez disparaître. » Mon cœur s'emballa. « Quoi? Ces types ne vous lâcheront jamais. Si vous voulez vivre, vous devez partir, loin. » Il se leva et ouvrit un tiroir. En sortit 2 passeports. « Vous avez 2 heures avant qu'ils ne retrouvent votre trace. » J'ai échangé un regard avec Kanté. On savait que c'était la seule solution. Mais une question restait suspendue dans l'air. Jusqu'à quand pourrions-nous fuir,